je peux t'entraîner, je suis comme Greg Popovich. Faut suivre la cadence quand ça va trop vite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Spurs Break, un podcast mensuel proposé par la Spurs Nation France pour faire un break dans la saison NBA et discuter des San Antonio Spurs. Avec nous aujourd'hui, Vincent, c'est le prédécesseur de Benj à la gestion du compte Twitter de la SNF, il est aussi coach de basket. Salut Vincent. Salut tout le monde. Benj, c'est le successeur de Vincent du coup, à la gestion du compte Twitter de la SNF. Salut Benj. Bonjour. Il nous a avoué début décembre utiliser cet audio pour séduire. C'est titanesque. J'arrive pas à m'en remettre. Salut Pierre, est-ce que ça fonctionne de faire ça? Bonsoir. Je sais pas du tout quel son tu vas mettre, ça me fait peur Je me souviens d'avance. pas ce que tu nous as dit, tu verras au montage. Ouais. Spurs Break épisode 11, c'est parti. On enregistre le 28 décembre après 2 matchs impressionnants de nos Spurs et un petit coup de mou en back-to-back contre les Pelicans. De quoi se demander comme une bonne conclusion hâtive comme on aime si les Spurs peuvent être une des équipes surprises de cette saison. Ce sera le thème de cet épisode, mais avant, Vincent, j'aimerais te présenter un peu mieux. Par exemple, quel est ton rapport avec les Spurs et ton histoire avec la franchise? Ouh là là, t'as 2 heures devant toi là. Mon rapport avec la franchise. Alors moi j'ai commencé à suivre la NBA au début des années 90. Je dirais aux alentours de 92-93. C'est tout simplement un truc de famille, le basket chez nous. Donc c'est tout naturellement que j'ai commencé à suivre la NBA. Et j'avais un cousin qui était très fan de San Antonio et surtout David Robinson. Donc c'est naturellement que j'ai commencé à suivre cette équipe. Et puis on va dire que je suis devenu un peu plus fan à l'arrivée de Tim Duncan. Parce qu'au moment de sa draft, j'étais assez fasciné qu'un mec arrive de NCAA et retourne la NBA aussi facilement en un claquement de doigts et soit tellement prêt à dominer dès le premier jour. Et je trouvais ça complètement dingue et c'est un joueur que j'ai toujours aimé. Et donc après, c'est parti comme ça et puis ça a suivi après avec Tony Parker, Manu Ginobili qui était un de mes joueurs préférés en Europe. Et donc le truc s'est enchaîné comme ça, on va dire. Et du coup, avant les Spurs, est-ce que tu supportais déjà une équipe en NBA? Pas Ou tu vraiment. suivais juste, Alors au début, pas plus que ça. En fait, alors ça peut paraître bizarre, mais chez moi, mon père était un peu contre Michael Jordan entre guillemets parce qu'il était très fan des joueurs qui étaient toujours face à lui, du genre Reggie Miller, Charles Barkley, Karl Malone. Et donc du coup, Jordan n'était pas du tout une idole chez moi, bien au contraire. Mais pas d'équipe en particulier. Donc mis à part ce rapport avec les Spurs. Qui est venu très tôt, sinon rien de spécial. D'accord. Commençons cet épisode de Spurs Break. On va d'abord parler des choses qui nous ont plu dans ces premiers matchs. Il y a eu 3 matchs, nous on enregistre le soir du 28. Benj par exemple, qu'est-ce que tu as noté qui t'a plu dans ces matchs-là? Bon, déjà, mon défi, ça va être d'essayer de pas prendre trop en compte le match de cette nuit face aux Pels. Contre les Pelicans, deuxième journée d'un back-to-back, match un peu spécial. J'avoue que j'explique pas tellement le changement stratégique en passant d'un jeu très très rapide en transition à un jeu très lent posé. Mais en tout cas, sur les 2 premiers matchs, j'ai beaucoup aimé l'implication d'à peu près tout le monde. Il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. On sentait qu'on était vraiment. Que les joueurs aimaient vraiment jouer ensemble, avaient vraiment envie de gagner. Mais en fait, le jeu offensif d'une manière générale, face à 2 défenses qui étaient assez conciliantes, était quand même assez satisfaisant. Il y avait beaucoup de bons tirs, un mouvement de jeu efficace, pas juste du mouvement stérile comme on a vu contre New Orleans sur certaines possessions, un jeu vraiment efficace où on prend beaucoup de bons shoots, même si c'est des shoots à 3 points ou des shoots juste après une passe, c'est des shoots qui sont ouverts ou semi-ouverts, enfin c'est pas des shoots forcés comme on en a eu un peu trop l'habitude. Des bonnes performances d'à peu près tous les joueurs, à part peut-être Aldridge qui est vraiment qui est un peu à la ramasse. Mais, on en parlera après d'Aldridge, c'est un peu une cata. Ouais, mais tous les joueurs sont impliqués en fait, et déjà ça fait une grosse différence. Et le fait qu'on n'ait plus de joueurs qui aient vraiment des grosses lacunes comme on avait Forbes ou Bellinelli l'année dernière, ça fait que dès qu'un joueur rentre sur le terrain, tu sais qu'il va pas plomber un secteur de ton jeu comme pouvait le faire
comme pouvait le faire Forbes ou Bellini l'année dernière, et c'est très satisfaisant. Ouais. Et tu parlais des tirs un peu plus intelligents qu'on prend et plus ouverts, et la pénétration aussi. Tu vois, quand on crée des décalages, je trouve qu'il y a des meilleures pénétrations, des meilleurs choix qui sont faits. Et l'année dernière, en fin de saison notamment, je trouvais que quand on posait un ou deux, trois dribbles pour aller au cercle, c'était vraiment pas très bien joué, ou c'était un peu en désespoir de cause. Sauf certains Bah, joueurs, Desmar qui sait bien faire ça, mais le fait d'avoir une équipe beaucoup plus athlétique, ouais, aussi, ouais. tu vois, les joueurs qui pénètrent le plus avec Demar, c'est Lonnie et Keldon, Mhm. qui sont quand même qui sont quand même des gros athlètes. Oh Donc oui. effectivement, c'est plus pratique pour pénétrer au cercle, et ça fonctionne très bien. Je m'attendais pas à ce que Keldon ait un toucher aussi soyeux. Il nous a vraiment fait des drives dans 3 joueurs où il finit juste en scoop Mm. parfaitement naturellement, où ça semble pas du tout forcé. Et c'est très beau à voir, et avoir ce genre de possibilités dans l'équipe, ça fait du bien. C'est rafraîchissant. Le fait que notre attaque aille beaucoup mieux, c'est aussi parce que, en tout cas, bon, ça ne va faire que 3 matchs, et en plus hier il a perdu 6 ballons, mais je trouve que Dejounte est un peu plus mature, il force moins ses drives et tout. Bon, au shoot, il a eu un peu de mal, je crois, sur tous les matchs, il a un pourcentage pas fameux, mais je trouve qu'en tout cas dans la prise de décision, enfin il force pas de shoot, il lâche bien la balle, il prend du rebond. Donc ces 3 éléments-là font que là en fait c'est le meneur en fait que moi j'aime voir chez lui, c'est un peu all-around qui peut te poser genre 12-13 points, voire 15 par match s'il est dans un bon soir, et faire un peu tout sur un terrain. Je trouve qu'en fait, puisqu'il est un peu plus mature dans sa prise de décision et qu'il y a peut-être une hiérarchie un peu mieux établie que l'année dernière, bah, la circulation du ballon elle est plus fluide et on trouve mieux nos shooters. Après, on en parlera, mais il y a aussi l'absence de Derrick White qui fait qu'il a un vrai rôle dans la création, notamment. Dejounte, ses moyennes depuis le début de la saison, enfin depuis ces 3 matchs, c'est 15 points, 8 rebonds et 7 assists. Et il a même fait son premier triple-double en carrière, je crois, c'est ça? Ouais, en 11-10-10. Vincent, est-ce que tu as vu une progression chez Dejounte? Parce que je crois, nous, là, dans Spurs Break, les derniers épisodes, on est un peu pas très sympa avec Dejounte. Dejounte Murray, il y a plusieurs trucs à prendre en compte. La première, c'est qu'il revenait des ligaments croisés l'année dernière. Ouais. On sait que la première année peut parfois être très difficile tout au long de l'année, pas seulement 2 ou 3 mois le temps de reprendre du rythme. Et souvent, la saison d'après est souvent plus réussie. Alors lui, il y a sans doute aussi un mix de plus de maturité, mieux comprendre le jeu, un jeu qui lui correspond mieux sans doute aussi. Euh, Vous parliez tout à l'heure des drives au cercle qui étaient plus forts. Pour moi, ça vient surtout du fait que la Marcus Aldridge a complètement libéré la raquette. Euh, Parce que l'année dernière, on lui balançait le ballon au poste bas sans arrêt. Ça stoppait le mouvement de l'attaque le plus souvent. On n'a pas vu ça dans la bulle parce qu'il n'y était pas. Ouais. Donc forcément, le jeu était beaucoup plus libre autour. Et Jakob Poeltl a un jeu totalement différent de lui. Et là, on voit sur ses premiers matchs, on y reviendra quand on parlera d'Aldridge plus en profondeur. Mais il est tellement dans le pick and pop permanent maintenant et très très large, surtout, y compris à 3 points. Sur le match des Pelicans, je me demande si je le vois poster une fois Steven Adams. Alors que ça aurait été un match l'année dernière. Après, il joue 20 minutes, je Il joue crois. très peu. Il joue moins que Poeltl. Il joue très peu, Il joue vraiment. moins que Poeltl. C'est le 5e temps de jeu depuis ces 3 matchs, avec 26 minutes. C'est le 5e joueur en termes de temps de jeu. 26 minutes. Ouais, l'année dernière, il aurait posté Adams une action sur 3, quoi. Ouais, Alors que cette année, carrément pas. Le début de l'attaque en transition est initié par les drives des petits, ou alors par un pick and roll central. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Mais pour revenir à Murray, moi, je garde confiance en lui. C'est un gamin qui a tellement de qualité, en fait. Après, il y a des balles perdues à la con sur Lonzo Ball. Je pense à une passe transversale plein axe qui se fait intercepter et tu prends 2 points à l'opposé. Ça, c'est du genre de choses qui peuvent plus arriver quand tu es meneur de jeu. Mais sinon, il y a tellement de qualité à exploiter que ça serait bien dommage de l'enfoncer tout de suite, quoi. La Marcus Aldridge, tu as évoqué, Vincent. Qu'est-ce que vous avez à en dire? Pierre, par exemple. Alors, comment dire? En fait, je suis d'accord avec Vincent sur le fait que bah, du coup, c'est bien qu'il soit quand même souvent au large, comme ça libère la raquette et du coup, on peut drive, on peut utiliser nos Lonnie, nos de Keldon pour pénétrer. Mais en fait,
ce que j'aime pas voir chez lui, parce que j'aime beaucoup le joueur, c'est justement, je trouve qu'il a un package offensif à mi-distance incroyable et que parfois ce serait bienvenu de l'obliger à se mettre au poste. C'est ce qu'on a vu un peu contre Memphis. Ouais. Contre Memphis, il commence son match, il rate tous ses tirs à 3 points. Et en deuxième mi-temps, on l'a un peu plus servi au poste et il nous a mis quelques fadeaway, etc. Contre les Raptors, c'est lui qui prend le rebond offensif qui permet à Patty pas Patty. Il met le panier de la gagne Aldridge. Enfin, qui nous permet de repasser devant. Ouais, sur le rebond là. Oui, voilà, c'est lui qui prend le rebond et qui nous fait passer devant après. Et donc, je trouve que c'est bien de l'avoir au large à 3 points, mais pas lui demander forcément de les prendre quand il est servi, parce que quand ça rentre, c'est très bien, mais là, pour l'instant, il n'en a pas mis beaucoup. Pour l'instant, il est à 18% à 3 points. Voilà, il a dû en mettre un sur tous ceux qui Oui, ont bien sûr. Bon, ça c'est le début de saison pour le coup. Je vais pas. Pour le coup, je Puis c'est un m'inquiète pas diesel, trop là-dessus. le quoi. bon vieux Lamarcus. Oui, bien sûr. Ça Et puis bien sûr. un an et demi d'arrêt aussi. Mais c'est juste, moi, je l'ai trouvé plus à l'aise et plus utile. En tout cas, quand on veut le faire tirer au poste ou autre chose. Mais quand on voit qu'on n'arrive pas à driver parce que certaines équipes blindent la raquette quoi qu'il arrive, où ils ont des très bons défenseurs extérieurs, un peu comme on l'a vu contre les Pels. DeRozan, par exemple, son mauvais match, moi je le mets surtout sur la grosse défense de Josh Hart sur lui, qu'il n'a pas lâché. Et enfin voilà, juste l'utiliser à bon escient au poste ou à mi-distance. Mais par exemple, tu parlais du match de Memphis, et c'est vrai que ça permettait de donner de l'alternance dans le jeu. On avait ce jeu rapide qui est trop bon à voir, on en causera. C'est vraiment trop cool de voir ça, mais sur certaines séquences, il faut aussi réussir à calmer le jeu et à jouer en demi-terrain. Et sur des moments où on lui donnait la balle au poste, ça venait doubler. Et après, t'avais Lonnie, Keldon, des gars comme ça, qui coupaient à l'opposé et qui venaient provoquer au cercle. Donc c'est aussi intéressant d'avoir un point de fixation à l'intérieur qui permet d'avoir une attaque bien huilée, d'après moi. On a vu très peu de balles au poste pour Aldridge. Je crois qu'il y en a eu 2 ou 3 contre Memphis et il y en a eu à peine plus contre Toronto. Mais vu que Toronto doublait à chaque fois, ça nous a donné beaucoup de paniers faciles. Ouais. En fait, je pense que Aldridge au poste, ça devrait être une arme réservée, justement quand on est bloqué en attaque ou quand on a un coup de mou, pour qu'il relance aussi un peu l'attaque de l'équipe, qu'il offre de nouvelles solutions, mais pas qu'on ralentisse exprès le jeu pour lui, comme on l'a fait depuis qu'il est arrivé, où en début de match, on lui gaffe de balles au poste pour qu'il puisse rentrer dedans. Il faudrait que ça soit quelque chose qui s'inscrive plus naturellement dans le cours du jeu et que quand on commence à bloquer, qui prennent plus de responsabilités offensives, au lieu de juste être un spot-up shooter comme il l'est depuis le début de la saison. C'est ce qu'on a un peu vu contre Memphis du coup. Parce que, au début, il n'était pas du tout servi au poste. Et puis, au moment où. Parce que ça s'est fait en fait par vague, le premier carton, c'est plus celui de Keldon. Après, c'est Lonnie qui a un peu sorti son épingle du jeu. Et à un moment, on n'arrivait plus vraiment à marquer. Et c'est lui et DeRozan, pour le coup, qui se sont mis dans de meilleures dispositions. Mais comme je disais, c'est juste par phase en fait. Quand on voit que ça marche pas, qu'on essaye au moins de lui donner quelques paniers qu'il pourrait mettre facilement. Après, le problème d'Aldridge, il est double. C'est que le premier, c'est qu'il ne rajeunit pas. Ça, c'est un truc qu'on est obligé de prendre en compte. C'est bien dommage. L'année dernière, alors, en plus, il a tendance à attaquer ses saisons doucement. Parce que c'est pas un joueur qui va arriver au training camp prêt à bouffer tout le monde, à courir dans tous les sens. Il a un style de jeu quand même assez à l'ancienne. Il lui faut toujours quelques matchs pour se mettre en rythme. Et là, faut pas oublier qu'il n'a pas joué dans la bulle, donc il n'avait pas joué depuis le mois de mars. Ça fait quand même 8-9 mois. Donc déjà, d'habitude, il lui faut du temps pour prendre du rythme. Là, après 9 mois d'arrêt, je pense qu'il lui faut encore un peu plus de temps. Et triple peine, pour lui, on change totalement le style de jeu. Parce que très clairement, là, on a fait le choix de partir sur ce qu'on faisait dans la bulle. C'est-à-dire un jeu avec énormément de mouvements, beaucoup de driving kick, très peu de jeu à l'intérieur. Et ça, c'est complètement à l'opposé de ce qu'apporte la Marcus Aldridge de base. Donc, c'est pour ça que moi, je vais lui laisser quand même un peu du temps. Même si, je vais pas le cacher, j'étais pour l'échanger cet été, lui en priorité, encore plus que Demar DeRozan ou un autre ancien, parce que pour moi, c'est lui qui colle le moins avec le jeu que Popovic veut mettre en place avec les gamins. Donc, pour moi, ça paraît pas cohérent de l'avoir dans notre effectif. Et on le voit sur ces premiers matchs. Même si il a besoin de rythme,
il cherche ses spots en fait. Il cherche les endroits où il peut demander la balle. Même sur les pick and pop, sur ses attrapés tirs à 3 points, tu sens qu'il est pas hyper à l'aise. Des fois, il les prend parce que il se dit bon bah je suis là, il faut que je suis là pour ça cette année, il faut que je les prenne. Mais tu sens qu'il les prend pas en rythme. Et ce genre de choses, ça devrait se corriger avec le temps. C'est pour ça que je pense qu'il vaut beaucoup mieux que le 18% qu'il place pour l'instant. Mais moi, j'ai toujours cette petite réserve dans un jeu au rythme élevé. Est-ce qu'il est vraiment fait pour ça, surtout à son âge? Je sais pas. Bah, en fait, il a 35 ans là, je crois, et il change complètement de style de jeu. Donc évidemment qu'il faut du temps, mais pour le coup, c'est bien que dès le début de la saison, même si c'est un peu brouillon, qui s'adapte déjà à son rôle, et on voit que on force pas pour essayer de continuer de le gaver. On est vraiment, on essaye de le faire rentrer dans le moule, et il essaye aussi de rentrer dans le moule. Et pour un joueur qui a joué 15 ans avec un style de jeu bien précis qui est le sien, je trouve ça déjà courageux d'accepter, parce qu'à mon avis, il y a dû avoir discussion, du coup, je pense que c'est quelqu'un de bonne foi, d'accepter de changer de style de jeu comme ça et de travailler dessus, quoi. Popovic avait dit avant le début de saison qu'il avait énormément travaillé sur son 3 points et que ça deviendrait une partie essentielle de son jeu. Donc il est vraiment il est prêt à se donner, je pense. Mais sur le terrain, par contre, ce qui ressort vraiment, c'est qu'il est vraiment très lent par rapport au reste, quoi. Il est vraiment, il déteint un peu à cause de ça. Ouais. Parce qu'autour de lui, c'est que des bombes là. Il y a limite le plus lent, c'est peut-être Demar dans son exécution. Mais Dejounte, ça va vite. Lonnie Walker, ça va très vite. C'est presque même sa qualité première. Keldon, ça va vite. Devin Vassell, il a 15 minutes par match pour l'instant, Devin. C'est peut-être parce que Derrick est pas là encore, mais lui aussi, ça court. Patty Mills, bah, c'est Patty Mills. Et puis les grands suivent. Parce que nos intérieurs aujourd'hui, c'est qui? C'est Rudiger, Trey Lyles, c'est des postes 3 reconvertis poste 4. Et la Marcus Aldridge et Jakob Poeltl. Jakob Poeltl est hyper mobile et très vite de cercle à cercle. Donc la Marcus Aldridge, c'est vraiment le seul qui a les pieds dans le béton, quoi, et qui joue le basket à l'ancienne, qui est très bien, mais qui, comme son nom l'indique, est à l'ancienne, et qui en 2020 est compliqué à tenir. Et c'est pour ça que lui, je me demande s'il peut tenir le rythme d'une attaque un peu survitaminée, entre guillemets, avec les jeunes bombes comme Johnson et Walker qui vont à 3000 à l'heure en contre-attaque, quoi. Ouais, d'ailleurs, je crois qu'on a la plus jeune équipe de l'histoire de Popovic. Je crois qu'on est à 25 ans de moyenne, un truc comme ça. Oui. Et pourtant, on est que la 15e équipe la plus jeune de la ligue. Ah oui, mais ça reste quand même les Spurs, attention. C'est des vieux jeux. Ouais. Bah, on a parlé de Jakob. Qu'est-ce que vous en pensez du début de saison de Jakob Poeltl? Bah moi très bien, enfin il fait des bonnes passes déjà quand on va le chercher tête de raquette, enfin là c'est qu'une action parmi tant d'autres, mais par exemple à un moment il lâche contre Toronto, c'est une belle bounce pass pour Devin Vassell justement qui va au dunk, et je trouve que même si bon il est un peu frustre en attaque parce que il peut être dangereux que quand il est sous le cercle, et encore parfois il rate des petits lay-ups, ce genre de choses, enfin il est pas aussi physique que d'autres. Mais je trouve qu'en attaque, il est très bien. Il se place bien. Et comme Vincent l'a dit, il est quand même plus mobile qu'Aldridge. Donc, quand il faut aller en contre-attaque ou remonter vite la balle, c'est pas un poids, en tout cas pour les autres. Et bah voilà, enfin, c'est juste. Moi, je trouve que c'est un intérieur qui a un bon QI basket. Et même si son impact, il se sent surtout au niveau défensif. Mais en attaque, même si sa panoplie offensive est un peu réduite, il reste quand même, enfin c'est pas un fardeau en tout cas. On n'attaque pas mal quand il est sur le terrain, je trouve. Pour moi, Popovic essaye d'en faire Santiago Splitter de l'équipe de base de l'époque, parce qu'il est dans le même registre, c'est-à-dire très bon en défense sur pick and roll, très bon en défense globalement, un QI basket élevé parce qu'il voit très bien le jeu, les passes sur les backdoors, il les voit, il fait tourner l'attaque en fait, et il participe à mettre du rythme par les transferts poste haut, les jeux piques, jeux roule au cercle. Alors après, il n'a pas la même qualité de finition très près du cercle,
sur les Et une roues. réussite au lancer franc catastrophique. Je sais, j'ai pas la stat, mais vraiment, il sait pas mettre des lancers Non, le francs. lancer franc, il est toujours. C'était aussi un peu le cas de toujours Splitter au début, et puis il avait progressé. Et par contre, il a ce petit flotteur à 3-4 mètres qui est Mhm. qui est pas mal du tout. Mais pour moi, c'est vraiment ça en fait. J'ai l'impression de revoir Thiago Splitter à l'époque. Il fait exactement la même chose. Et comme Splitter, il sera jamais mis en avant parce il tapera jamais 25 points, 15 rebonds. Mais il sera là, il sera là et il sera très important. Il n'y a qu'à voir les matchs dans la bulle. Quand il prenait des fautes au bout de 4-5 minutes, tu savais que le match était terminé. Parce que, T'es vite en galère. Ouais. parce qu'il n'y avait plus personne derrière, parce que j'aime beaucoup Drew Eubanks, mais il était encore qu'il a donné de bonnes minutes. Mais il n'est pas prêt à faire comme Poltel. Et là, tu vois, cette année, le match contre New Orleans hier soir, encore une fois, les Spurs jouent mieux quand Poltel est sur le terrain que quand Aldridge est sur le terrain. Et là, il n'y a pas photo sur ce De match-là. loin, ouais. Il prend aussi, j'ai vu, il prend pas mal de rebonds offensifs, je crois, sur les 3 premiers matchs. En tout cas, il a 2,7 de moyenne. Et Ouais, c'est parce qu'il est bien je placé. trouve très actif en rebond. Il est bien placé, c'est un ramasse-miettes et tu as besoin de mecs comme ça dans une équipe. Mais alors, pour moi, Bolton, il y a vraiment deux choses. On a vu, pour le coup, on a vu sur le match des Pels hier que c'était vraiment un gros pilier de défense parce qu'on l'a vu beaucoup de fois en aide notamment par exemple quand Zion il prend Keldon au poste. S'il arrive à passer Keldon, il se retrouve avec Poltel devant lui et évidemment il n'arrive pas à passer les deux. On l'a vu beaucoup, on l'a vu énormément. Il a une très bonne défense en aide, je trouve, une bonne lecture pour ça. Mm. On l'a beaucoup vu là-dessus contre les Pels. Et en attaque, sur pick and roll, on a vu qu'il a une très bonne complicité avec Patty Mills. Je crois que c'était pendant le troisième quart-temps hier aussi contre les Pélicans où il n'y a plus que les deux qui jouent en fait parce que le reste de l'équipe est perdu. Et du coup, on enchaîne les pick and roll Patty, Poltel et puis on marque plus que comme ça. On a vu aussi qu'il avait une bonne entente avec Derrick White l'année dernière. À voir comment ça va se concrétiser cette saison. Mais vraiment, c'est un soldat de l'ombre que je suis très très content d'avoir dans cette équipe. Il y a une passe de Patty Mills hier soir là. Tu sais, je crois que c'est une no-look pass, il l'envoie derrière lui à hauteur de hanche là, c'était régalade. Patty Mills, qui est trop chaud, Patty Mills, il est à 15 points de moyenne, 64% de réussite à 3 points. Je crois qu'il avait dit cet été qu'il voulait être du même niveau qu'il est quand il joue au basket FIBA. Avec l'Australie, à chaque fois, c'est le MVP de toutes les compétitions qu'il joue. La Coupe du Monde, il était presque MVP la dernière fois. Patty qui a 64% à 3 points, 15 points avec seulement 24 minutes par match. Je pense qu'il est bien sur sa lancée de l'année dernière où il était déjà très bon. Il continue avec le même rôle, il est toujours efficace. Par contre, j'ai l'impression est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus tanké que l'année dernière? J'ai l'impression qu'il a pris Si. beaucoup de muscles entre cet été et maintenant. Je pense qu'il a bien bossé physiquement, Ouais. parce que et puis il est hyper sec. Mhm. Enfin, après, il est en fin de contrat, notre ami Patty Mills, ou il a encore un an. Je crois que c'est sa dernière année. Il avait signé donc 4 ans, je crois. Oui, c'est ça. il Par me pitié, semble. re-signez-le. Donc du coup, ça sera un peu le syndrome du mec qui est en contractière et qui veut se montrer à son avantage, surtout à son âge, entre guillemets. Après, je le dis pas de façon négative parce que Patty Mills, on sait que c'est un mec qui se donnera toujours à 1000% dans tous les cas. Ouais. Moi, je pars à la guerre avec Patty Mills demain s'il faut, quoi. Ouais. C'est un mec qui prendra une balle pour toi et c'est important d'avoir ce genre de vétéran dans ton équipe. Ah bah pour les jeunes, pour le coup, c'est vraiment, je pense, un rôle modèle extraordinaire au niveau de la mentalité et de la manière de voir une équipe. C'est vraiment superbe de l'avoir dans l'équipe. Ouais, et puis il porte l'héritage de la franchise quelque part Aussi. maintenant, parce que c'est c'est le plus plus ancien, vieux. c'est le plus ancien. C'est le seul qui a connu l'époque du titre, le dernier titre, pendant que Marco Bellinelli est parti. Donc il a aussi quelque chose à transmettre de ce côté-là, et c'est important d'avoir un mec comme ça qui est exemplaire sur le terrain, parce que quoi qu'il arrive, Patty Mills, c'est le genre de mec qui va passer à côté d'un match sur deux, sur trois, mais complètement à travers, qui va tout faire à l'envers. Mais par contre, tu pourras jamais lui reprocher de pas mouiller le maillot, de pas se défoncer en défense avec ses limites, et en attaque d'essayer de tout faire pour bouger le truc, que ce soit par un tir à 3 points, par une extra passe, des choses comme ça. Donc moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup aimé. Après, je cache pas qu'il y a des années où il m'a un peu gonflé parce que il était bon un match sur deux, quoi. Ouais. Mais c'est quand même bien d'avoir un mec comme ça dans ton équipe, quoi. Ça, il y a pas.
il n'y a pas de galère là-dessus, quoi. Et quand tu vois son début de saison, ça valide parce que lui, c'est pareil, hein, dans la bulle, il a très très peu joué. C'était plus l'assistant coach de Popovic Oui. que la rotation, que la rotation Il à avait une l'arrière. petite tablette. Et oui, il y a des séquences, il note des trucs, c'est fou. C'était limite Becky Hammon, quoi. Oui. Il était à un moment même, je me demandais si Pop, il aurait pas pu se confondre les deux, faire rentrer Becky et laisser Patty. Et encore, je pense qu'elle est encore capable de tenir une rotation. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais voilà, Patty Mills, son début de saison est exemplaire. Il a bien bossé physiquement et je pense qu'il va tenir toute la saison. Et sans jouer les devins, ça m'étonnerait pas qu'un contender vienne le chercher avant la deadline. Ah, Ouais, on n'espère pas, D'accord. mais ouais, intéressant comme point de vue. Ce qui est dingue aussi, c'est vraiment l'énergie qu'il déploie quand il vient, parce que c'est un très bon joueur en attaque, mais même quand il est sur le terrain, il est pas en défense en tout cas, on voit pas que il est un peu moins, enfin il est moins grand, etc. Je trouve que on n'a pas besoin de le cacher en défense. ouais, il met Donc, tellement d'énergie que non mais c'est comme disait Vincent en fait. Je pars à la guerre avec lui, mais tous les jours de l'année en fait. ouais, C'est pareil. vraiment. Il a tellement de cœur quoi. C'est fou. Ouais, avant de parler de ce qui va pas dans notre équipe, je pense que le plus gros défaut, ça sera la défense, pour l'instant, de ce qu'on voit. On n'a pas parlé encore de Demar DeRozan dans notre attaque. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a fait 3 sur 4 à 3 points sur un match, c'est déjà un exploit en soi. Sa Ouais, saison il a en déjà a mis- réussi en fait. Ouais. Il en a mis que 3 d'ailleurs, Ça- hein. C'était ces 3-là et il en a pas remis depuis. Je me Il est à 3 demande sur ça 8. depuis quand ça lui était pas arrivé, si ça lui était déjà arrivé. Alors, Mais aux 3 Spurs, dans un match, je sais pas. Ouais. Mais- aux Spurs, c'est quasi sûr ça lui était jamais arrivé. Après, à Toronto, ça lui était peut-être arrivé une ou deux fois. Alors l'année dernière, il a eu Euh, une séquence de quelques matchs, 6-7 matchs où il tirait beaucoup à 3 points et il prenait des shoots en pré-attention ou en sortie de dribble. Et il avait beaucoup de réussite. Et après, il en a plus pris un seul. Donc, et il y a des matchs où il en a mis 3. J'avoue que les matchs avant la bulle, j'ai préféré les mettre de côté. Un match où il en a mis 3, séquentiellement. franchement, je pense que ça arrive Non, très je très suis sûr que rarement. non. Même à Toronto, je suis pas sûr qu'il en ait déjà mis 3. 2 sur 3, ça paraît énorme pour lui. Mais tu vois, toujours attaquant d'élite quand il faut attaquer le panier ou prendre des shoots mi-distance. Et comme on l'a vu l'année dernière, il fait aussi d'excellentes passes. Il est encore à, je sais pas, il a 7-8 passes là sur les 3 premiers matchs à chaque fois. Et il ralentit pas le jeu contrairement à Aldridge. Même si parfois, là, contre les Pels, où il défendait très bien, je trouve, sur lui, il a eu à un moment, il s'est un peu frustré. On l'a senti un peu se frustrer. Et donc, tenter plus de trucs. Et c'est là peut-être où il faudrait je sais pas, qui progresse, même si je sais pas si on peut vraiment parler de progrès à cette quand on a 31, 32 ans. Mais il est bien dans notre attaque en fait. Il joue bien avec les jeunes et tout, il est bien complémentaire. Et c'est après, on va peut-être en parler après, c'est quand même notre valeur sûre du 4e quart. Ouais. Alors- Alors pour compléter ce que tu as dit, c'est vrai, parce que je veux juste rappeler ses stats de ces 3 matchs. Il fait du 21 points, 6 rebonds et 9 assists de moyenne. Voilà. c'est pas mal. Alors, en plus, il y a un match horrible dans les 3. Enfin, Ouais, c'est ça. il met 28 et 27 points des 2 premiers matchs. Alors, juste pour revenir sur ces 3 points, je suis allé regarder ces 3 dernières saisons. Donc, la saison de 2019-2020, il en a mis 3 contre Sacramento en décembre. Ah, forcément. 3 sur 5. Sacramento. La saison d'avant, il a fait un match à 2 sur 5 contre les Lakers. Je me souviens, oui, c'est un match en octobre, de début de saison. Et sa dernière saison à Toronto, il a mis 2 fois 6 3 points, 2 fois ouais. 5, Oh, 1 fois 4 et plein de fois 3 points. Mais ça veut dire qu'un coach l'a laissé 36 tirs à 3 points. Il était à 6 sur 10. 6 Incroyable, sur 10, 6 incroyable. sur 9, 5 sur 9, 5 sur 8. après- Chaque fois qu'il met beaucoup de tirs, il a que des pourcentages, des gros pourcentages. Donc, c'était Dwayne Casey à l'époque, je crois, à Toronto. Ouais, oui. ouais. Donc oui, Mais en effectivement. même temps, il est capable. Hein. En même temps, il est capable parce que c'est tellement un excellent shooter à 2 points, c'est presque le meilleur en mi-distance. Donc je vois pas pourquoi il serait pas un bon shooter à 3 points. C'est psychologique forcément. Il a un Et vrai là, problème de. Ouais, Quand il a pardon. envie, quand il a envie, il peut très bien le faire. Il adore mettre son pied Il a- sur la il- ligne aussi.
Ouais, il a deux problèmes dans son tir en fait. Pour le 3 points, c'est que le premier, c'est que ses appuis sont pas très bons, donc il avance toujours un pied Ouais. qui lui fait mordre la ligne. Et la deuxième chose, c'est que sa trajectoire est très très haute. Et je pense que ça l'aide pas beaucoup sur le tir à 3 points. Je pense que sa trajectoire, elle est pas très bonne pour ça. Et tu vois qu'il Ouais. maîtrise pas son geste quand il est au-delà de la ligne à 3 points. Contrairement à ce qu'il fait à 2 points sur les fadeaway Pour éviter les contres, ouais. où là son jeu d'appui fait merveille. Mais tu sens que c'est pas naturel quand il prend un tir à 3 points de toute façon. Je Comme vais pas dire Keldon, qu'il- qui est pour l'instant un super shooter, mais qui envoie des cloches. Je sais pas si vous avez vu ça. Ouais. Ouais, Quand il il Ouais, fait après, shoot, a une beau quand il shot. shoot, il- Après, c'est pas forcément un défaut, parce que tu regardes Steph Curry, il Ouais. monte sa balle très Oui, bien haut sûr. et c'est Dire pas que le- Mais c'est pas le Si, même, c'est- c'est dire pas le que même si, geste ça à la monte. base non plus. c'est clairement pas la même mécanique, mais c'était pas pour comparer, mais c'était pour dire que par exemple lui, il a une très haute trajectoire et pourtant ça tombe dedans, plutôt pas mal. D'accord. Mais de DeRozan, on voit que son tir à 3 points, il est clairement forcé entre guillemets. Ouais. C'est que alors que sur son fadeaway, le geste paraît tellement naturel que mais bon, c'est un peu comme Aldridge, moi quand on me vend chaque année qu'il va devenir un tireur à 3 points, ou comme pour sortir des Spurs, Giannis Antetokounmpo, ça fait 5 ans qu'on me dit quand il aura un tir à 3 points, bah j'attends toujours. Ce sera Kevin Durant, faut qu'il rentre à 3 points. Ouais. Ce qui n'arrivera pas, à mon avis. Et juste aussi pour ajouter sur DeRozan, mais ça c'est pas forcément nouveau, c'est vraiment très utile de l'avoir quand il s'agit d'aller chercher des fautes. Et justement, c'est peut-être ça aussi le revers de la médaille, c'est que contre les Pels, il a pas eu beaucoup de sifflets et ça l'a beaucoup frustré. Genre, il y a des fois, on sentait qu'il provoquait un peu les pénétrations en attendant un coup de sifflet parce il en avait pas eu sur les 2 actions précédentes. Je sais plus contre qui c'était. Bah, je crois que c'était contre Memphis et Toronto. J'ai pas regardé sa moyenne enfin le nombre de lancers qu'il a provoqué, mais bah, c'est 14 toujours. et 17. Non, voilà, bah, non, 15 et 5, pardon. Ah, que 5 contre les Raptors? Ok, autant Quand pour les moi. Raptors, il en met 4 sur 5. Et là, je regarde contre les Pels. Il en Pels, a il y a deux eu... sur deux. Il en a eu 2. Non, on a eu très Mais peu de enfin, lancers je trouve- contre les Pélicans. hein. Oui, voilà, c'est ça. on a Et eu d'ailleurs, très- ses partenaires savent que ça peut le frustrer, ça peut beaucoup le frustrer de ne pas recevoir les coups de sifflet. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'il s'énerve, t'as Rudy Gay ou Keldon Johnson, le premier qui est à côté en fait, qui vient le plaquer pour le calmer Ah oui, et pas qu'il prenne Il y a une eu, technique. oui, il y a T'as eu vu fin de c'est- quatrième quart-temps où il concède le end-one sur Brandon Ingram, où ensuite il y a le coach Ouais. challenge. Dès qu'il y a le coup de sifflet, il se lève, il est prêt à aller enculer l'arbitre. hein. Vraiment, Ah il ouais, est. il veut lui mettre une patate. Il y a bien sûr. Keldon à côté, enfin j'ai eu peur pour lui. Mais Bah, Keldon, il s'est jeté sur lui pour le coup. ouais, mais il a beaucoup ses problèmes de Rosanne. Pour le coup, c'est un de ses vrais défauts. C'est que quand il est en fin de match, quand il arrive pas à faire ce qu'il veut faire, il a des très gros problèmes de frustration. Il a tendance à prendre des fautes techniques plus que n'importe quel Spur depuis 20 ans, j'ai l'impression. Ouais. Parce que pendant des années, sous l'ère Tim Duncan, on va dire, il y avait très très peu de fautes techniques chez les Spurs. Parce C'était que pour Popovic. Voilà, oui, Popovic hors concours, évidemment. Qui pour le coup lui est premier dans sa catégorie. Bon, voilà. Mais je parle vraiment chez les joueurs, ça bougeait pas une oreille ou très peu. Et lui, il en prend régulièrement parce qu'il a une vraie frustration. Il a du mal de toute façon, voilà, on va pas se mentir, hein, c'est son vrai problème à DeMar DeRozan, il est dans la tête. hein. bah, D'ailleurs, même pour aller au-delà du basket, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup prononcé sur les problèmes de dépression, un peu comme Kevin Love. Et ça se retranscrit dans son jeu parfois. Je dirais pas qu'on le voit avoir peur, parce que ça serait exagéré, mais il est pas toujours très bien dans sa tête, et quand il est pas bien dans sa tête, il est pas bien dans son basket, et vice-versa. Non, mais je pense que le problème, en fait, c'est quand il se met à trop réfléchir. On voit par exemple, DeRozan est un joueur très clutch tant qu'il faut pas aller sur la ligne des lancers. Parce qu'il est dans le flow du jeu, il peut improviser, il peut faire ses moves. Une fois qu'il est sur la ligne des lancers, à mon avis, il doit se passer quelque chose dans sa tête où il doit se mettre à trop réfléchir ou des choses comme ça. Et c'est là qu'il commence à péter les plombs et ses pourcentages de lancers francs en toute fin de match sont assez immondes. Alors que pour le coup, il met des vrais shoots très très clutch 30 secondes avant, quoi. Donc son problème, il est là aussi. Mais si ça peut être un défaut pour DeMar DeRozan, qu'est-ce qu'on peut trouver à cette équipe des Spurs cette saison comme défaut qui pourrait nous empêcher d'être une des équipes surprises de cette saison? Je pense notamment à la défense. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les deux plus mauvais défenseurs de l'équipe sont partis cet été.
Ouais. Donc, On le célèbre. globalement, moi, ça me paraît déjà être une énorme progression dans ce secteur. Brimfors et Bellinelli, ouais. Notamment par rapport à Bryn Forbes qui prenait beaucoup de minutes parce qu'après Marco Bellinelli avait quand même un rôle un peu moindre. Mais Bryn Forbes prenait pas mal de minutes, dont en starter. Et je pense que ça gênait beaucoup. Honnêtement, quand je regarde l'équipe aujourd'hui, si on enlève Luka Samanic qui joue quasiment pas et Lamarcus Aldridge qui a tendance à être un peu plus lent chaque année, je vois pas de mauvais défenseurs chez les autres joueurs. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Après, les équipes de Popovic mettent souvent un peu de temps à geler, alors geler c'est pas le bon mot, à trouver leur alchimie collective défensivement, parce que c'est ce qui met le plus de temps à travailler. Et qu'en NBA, t'as pas le temps de travailler parce que tu ne t'entraînes pas ou très peu et que le training camp a été très court cette année. Donc je pense qu'il faudra juger la défense collective au mois de février, pas avant. Mais ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que individuellement, les mecs ont les qualités pour faire les stops. Et ça, et notamment sur le secteur extérieur, les Devin Vassell, Lonnie Walker, Keldon Johnson, Dejounte Murray et Derrick White, ce ne sont que de bons défenseurs. Donc il n'y a pas de raison cette année qu'on n'ait pas une bonne défense à la fin de la saison. Et en plus, le moins bon défenseur dans nos extérieurs, c'est DeMar DeRozan. Et Patty Mills, mais Et ouais. Patty Mills, oui. Ouais, oui. Même DeMar DeRozan, en fait, les deux, ils mettent. J'ai vu surtout DeRozan cette saison, je me souvenais pas qu'il mettait. Je trouve qu'il met beaucoup d'intensité dans sa défense, beaucoup d'envie, et qu'il est pas, qu'il est moins. Il fait toujours des erreurs d'inattention parce que c'est pas un défenseur dans l'âme. Il a toujours des fois où il perd son défenseur, mais je trouve qu'il est correct en défense. C'est pas un boulet. Et du coup, Notamment en défense en 1 contre 1, défense sur l'homme. Après, c'est dans les rotations où il a peut-être des défauts et où des fois, comme tu dis, il oublie son adversaire. oui, voilà, quand il y a un truc qui se passe trop longtemps, il déconnecte, trop longtemps de l'autre côté du terrain, il déconnecte un peu, enfin, il arrête de suivre son joueur, des choses comme ça, mais il est plutôt, il est moyen en fait, donc on n'a pas vraiment de mauvais défenseurs dans cette équipe. Donc effectivement, je suis absolument d'accord, il n'y a pas de raison qu'on ait une mauvaise défense d'ici quelques mois. Pour l'instant, qu'est-ce qui va pas dans la défense? Moi, j'ai noté la communication. Bah, c'est de l'alchimie, quoi, en C'est gros. d'entraînement, comme tu as dit, Vincent. C'est de l'alchimie, bien sûr. Voilà. C'est aussi en transition quand même. Par exemple, contre les Pels, Ouais. on Le s'est repli pris un défensif, nombre ça de fait quelques paniers. années que Popovic se bat contre ça, ouais. Ah, mais hier, contre les Pels, on s'est pris un nombre de paniers incroyable. Alors qu'il a remonté la balle tranquille, il y a une passe à un moment de Lonzo Ball. Bon, la passe est incroyable, franchement, elle est hyper bien timée, parfaitement dans la course, et pile au-dessus, je crois que c'est DeRozan ou Lyles qui essaie de l'attraper, mais qui ne l'a pas. Je crois que c'est Et, Keldon, mais ouais. Ou peut-être Keldon, ouais, t'as raison. Et ça m'a un peu frustré parce que je pense qu'on doit prendre une bonne dizaine, voire une quinzaine de points sur des contre-attaques un peu bateaux, Non, mais qui la sont même pas genre défense, des la défense en contre-attaques. transition est aussi atroce, mais c'est aussi un problème de mettre en place le système. Oui, bah oui, c'est une Je question de pense. communication et c'est ce qu'on disait juste avant. Exactement. Non, mais tout passe par là. Ah, mais comme parce que en défense placée, nos individualités font que bah, on n'a pas une si mauvaise défense que ça. Il y a En quand même, défense placée, je trouve qu'on défend. Vas-y, Benj. je trouve, en défense placée, on arrive quand même très mal à gérer les décalages. Il y a beaucoup trop de possessions qui se jouent à une ou deux passes, et il y a un mec tout seul à 3 points pour Ça, aucune oui. raison. Donc c'est mieux parce que du coup, contrairement à la défense en transition, la défense placée, tu peux jouer t'as des possessions en 1 contre 1 pur, ou des choses comme ça, ou juste du pick and roll en 2 contre 2. Mais oui, il y a toujours. Bah, en fait, tout passe par l'alchimie. Tout passe par la mise en place, la compréhension de chacun et juste l'expérience. Après, il y a une question sur le pick and roll. Je trouve qu'on défend très mal le pick and roll depuis le début de la saison. Bah, ça dépend qui t'as sur le terrain. Comme Vincent le disait tout à l'heure, enfin, c'est Aldridge qui a beaucoup de mal. Hier contre les Pels, on s'est pris, je pense, 2-3 tirs à mi-distance de Lonzo Ball ou de Ingram. Parce que en fait, Aldridge est trop bas et met pas assez la pression sur le défenseur. Mais ça, c'est parce que vu qu'il est plus lent, il va pas forcément aller chercher les mecs plus au large. Alors que C'est Poltel ça. peut le faire. En fait, ils veulent pas switcher les pick and roll quand Aldridge est dessus. Mm. Ça s'explique très facilement parce qu'ils veulent pas se retrouver avec un mismatch sur l'extérieur. Mais du coup, comme tu l'as dit, sur son protect, Aldridge, il est tellement bas
que c'est super compliqué pour le petit de tourner. En plus, c'est Steven Adams qui est un des meilleurs poseurs d'écran de la ligue depuis des Va années faire et le des tour. années. Depuis Ouais. des années et des années. Et Aldridge est tellement bas sur son protect que Lonzo Ball. Alors après, est-ce que c'est pas une option aussi, sachant que Lonzo Ball, c'est pas non plus Steph Curry en sortie d'écran. Après, pas de bol, il a mis dedans hier. Donc c'est toujours pareil, il faudrait qu'on voit le plan de jeu de Pop et qu'on l'ait exactement pour savoir si ce qu'Aldridge fait, c'est bon ou pas. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que hier, Lonzo Ball met ses tirs en sortie d'écran et que Aldridge était tellement bas qu'il risquait pas de les contester. Et donc forcément, ça pèse sur le score final. La Marcus Aldridge avait beaucoup progressé en défense ces 3-4 dernières années. Je pense que l'expérience l'aidait beaucoup. Il arrivait mieux à comprendre, à se placer, pour justement faire oublier sa relative lenteur. Et là, par contre, en défense, je me demande si le poids des angles commence pas à se faire sentir un peu, parce que ouais, je l'ai trouvé quand Poltol est sur le terrain, c'est clairement pas la même, quoi, défensivement. Ou alors c'est Donc, parce qu'il est rouillé, parce qu'il a pas joué depuis 9 mois, comme tu disais. Parce que c'est nous, possible. le dernier épisode, ou l'épisode de Spurs Break qu'on a fait sur les Awards, on l'a mis meilleur défenseur de l'année, la Marcus Aldridge. La saison dernière. Mais Ouais. c'est pas impossible, hein, parce qu'avant la bulle, alors, faut dire que le niveau défensif de l'équipe était tellement faible l'année dernière qu'il y avait peut-être pas beaucoup de candidats non plus. Mais il a été plutôt bon en défense. Après, l'avenir nous dira si ce break de 9 mois l'a complètement flingué, Non, mais ce qui est possible. Hein. moi j'étais très content de la défense d'Aldridge d'intermanuel parce que la défense collective était assez atroce. Mais depuis l'arrivée de DeRozan et même la saison avant où il est tout seul, c'est vraiment un pied défensif et je trouve qu'il avait vraiment, il avait vraiment l'attitude du pilier défensif. Et je trouvais vraiment très bonne sa défense intérieure et qu'il proposait vraiment. Bah, du coup, on n'avait pas Poltol avant l'arrivée de DeRozan, mais les deux, on avait vraiment un tandem de défenseurs excellent, je trouvais. Maintenant, ça commence. Ouais, Aldridge commence à vieillir, ça commence à être compliqué, mais sur les dernières années, Aldridge, j'ai pas grand-chose à lui reprocher sur sa défense. Mais en fait, il est en difficulté que quand il est confronté à un intérieur mobile ou que ça court beaucoup en face. Il est Ouais, très bon aussi en les protection de switches, cercle, ça c'est ouais, sûr. exactement. Ok, est-ce que vous voulez rajouter autre chose sur les défauts de notre équipe cette année qui s'annonce? Moi j'en ai un, Le après je ne manque. veux griller la Ouais. priorité à personne. Moi aussi, j'en ai un Vas-y. autre. Bah, Allez-y, moi, vas-y. le seul truc qui m'inquiète, je sais pas, on verra avec le temps si ça risque de devenir un gros défaut, mais bah, je trouve qu'on s'en remet quand même beaucoup au tir à 3 points. On n'est pas l'équipe en NBA qui en prend le plus, mais on en prend déjà plus que l'année dernière. On en a pris, je crois, on a fait une pointe à 36 contre Memphis. Bon, on en a mis 19 sur 36, donc incroyable. Parce que pour l'instant, on est plutôt une bonne réussite, on est à 37% de réussite à 3 points. Mais en fait, j'ai peur que on se contente de se reposer sur les capacités de drive de Keldon, Lonnie, etc., qui ont beaucoup de tendance à kick out à 3 points, et que en fait, si on se retrouve dans une spirale infernale où on rentre aucun tir extérieur, et ben on se retrouve un peu dans une situation où on ne sait pas comment marquer en attaque. Même si notre attaque tourne très bien, et donc on trouvera toujours le moyen d'obtenir d'autres paniers faciles. Mais de ce que j'ai vu sur les 3 premiers matchs, j'ai l'impression qu'on va faire une plus grosse part à ces tirs derrière l'arc et ça peut m'inquiéter parce qu'on n'a pas non plus tu vois, de shooter, de striking shooter par exemple. En fait, il manquait un mec capable de se créer son tir hors de Rosanne. Et globalement, dans la création du jeu, offensivement, c'est un peu juste. Alors, le bémol que je mets, c'est que le deuxième créateur, c'est censé être Derrick White. Oui, c'est Derek. Donc, comme Qui est il est un excellent blessé, shooter à 3 points. on va lui laisser le temps de revenir. Mais dans la bulle, c'était clairement lui et DeRozan qui initiaient un maximum d'action offensivement. Donc là, sur le début de saison, clairement, ça manque de création offensive. Et tu as l'impression que le tir à 3 points se révèle être une arme, l'arme principale. Mais je pense que le retour d'Eric White va changer pas mal de choses à ce sujet. Donc il faut tempérer un petit peu. Mais c'est vrai que. Et c'est pour ça que. Il faudra aussi parler du rôle de Derek White. Est-ce qu'on le balance dans le 5 de départ? Est-ce qu'on le laisse sur le banc dans un rôle à la Manu Ginobili? Les deux solutions sont viables et moi la deuxième me semble très intéressante.
même si ça paraît très évident de le mettre starter parce que c'est un de nos meilleurs joueurs. Moi, j'adorerais le voir en vrai patron de la second unit et bien sûr qu'il termine les matchs. Mais de le voir quand DeRozan est... En fait, il faudrait toujours que soit DeRozan, soit lui, soit sur le terrain offensivement et qu'il joue un peu en alternance ce rôle-là, plus que les deux dans le 5 de départ dès le début et qu'on se retrouve en fin de premier quart-temps, début de deuxième quart-temps, par exemple, sans créateur sur le terrain. Je suis assez d'accord avec ça, mais je pense que par rapport au niveau de notre équipe, Derrick White est peut-être trop fort pour être. Faudra voir son niveau cette année parce que personnellement, même si je suis peut-être le plus gros forceur de toute la francophonie avec Derrick White, je m'attends pas à ce qu'il fasse une Du monde saison entier. une saison en 18-7 ou des choses comme ça. Je m'attends à ce qu'il reste Plutôt dans en ces- 28-17. Voilà, exactement. Au minimum. Non, mais je pense il serait trop valuable à cette équipe pour être, entre guillemets, seulement un sixième homme. On a vu dans la bulle qu'il était juste. Enfin, c'était lui le leader de cette équipe pendant 3 quarts-temps et demi. Donc, à voir. Mais effectivement, les deux possibilités sont possibles. Moi, j'ai aussi un dernier défaut qui a déjà commencé à se voir avec cette équipe. C'est en lien justement avec le mode de création, c'est que le fait que, vu qu'on a une équipe très jeune, que Aldridge est moins impliqué en attaque, le fait que DeRozan est de plus en plus seul pour terminer les matchs quand les matchs sont serrés. Il doit de plus en plus créer tout seul et on a toujours ce phénomène un peu de lui filer la balle et espérer qu'il se passe quelque chose. C'est un peu mieux que les saisons précédentes, vu qu'il a des meilleurs joueurs autour de lui, je pense. Mais on a vu que, par exemple, contre les Raptors ou contre les Pels, quand le match est serré, on a vu que Keldon, les Keldon, les Lonnie, même les Dejounte, ils sont plus discrets et tout se repose sur DeRozan. Et pour moi, tenir une saison avec DeRozan en seul finisher, faudra voir le rôle de Derrick White là-dedans aussi, justement. Mais jusqu'ici, c'est pas super rassurant de voir l'état de nos fins de match. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Derrick White doit finir les matchs. Oui, bah, c'était Oui. déjà le cas. Mais par exemple, le match contre les Oui. Pels, on revient grâce à 2-3 points de DeMar DeRozan. Voilà, donc moi je trouve ça Contre les vraiment- Raptors. Oui, contre les Raptors. Contre les pardon. Raptors, ouais. Contre les Parce Raptors. qu'il a mis que il a mis 3 points que contre les Raptors. Oui, oui, mais il met 2-3 points très clutch pour nous. Enfin, très clutch. Il met 2-3 points pour nous ramener dans le match et nous aller chercher la victoire. Enfin, quand c'est DeRozan qui met les 3 points de la game dans ton équipe, moi je trouve ça marrant. Mais c'est quand même qu'il y a peut-être des choses à faire. Après, moi, j'attends beaucoup Lonnie Walker, peut-être dans ce rôle en fin de match, capable de porter le ballon. Ça doit être une de ses évolutions à terme. Parce que il en a plein les mains et lui, pour le coup, il pourrait être capable de se créer son tir un peu quand il veut, même si quand il le fait, pour l'instant, c'est un peu en travers, un peu à l'envers. Tu sens qu'il y a la volonté et les capacités pour le faire. Après, il faut qu'il gagne en constance et qu'il prenne encore plus confiance. Mais je le vois bien capable de seconder DeRozan, bon, sans oublier Derrick White aussi, dans ce rôle-là. Ok, Ben, je crois que tu nous as préparé une petite question. Absolument. Vas-y, régale-nous, c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, juste pour terminer le podcast sur une note légère, j'ai fait un petit qui suis-je, c'est-à-dire que donc je vais dérouler la biographie d'un joueur NBA. En fait, je vais pas m'arrêter et dès que vous avez une réponse, vous me la dites. Et voilà. Est-ce que tout le monde est prêt? Let's go. Bien sûr. Alors moi j'ai juste une question, t'as dit joueur NBA, donc c'est pas forcément lié aux Spurs du coup. Il veut des indices, C'est un, lui, jou- Théma. c'est un joueur NBA. Ouais voilà. Ok d'accord. Alors, je suis né le 15 mars 1961 à Chicago dans l'Illinois et à mes 18 ans, je pars à l'université DePaul dans cette même état. J'y serai de 1979 à 1982 pour 85 matchs et 16 points de moyenne avant de me présenter à la draft 1982, lors de laquelle je serai choisi par les San Diego Clippers avec le choix numéro 2. Cette année-là, je gagne le Rookie of the Year avec des stats remarquables de 23,7 points et 10 rebonds par match, moyennes qui resteront les plus élevées de ma carrière sur une saison. Un an plus tard, à l'été 1984, je suis tradé aux Bucks où j'enchaînerai les saisons à 20 points et 8 rebonds, et en participant même à 2 All-Star Games en 85 et 89.
Terry Cummings? Absolument, bien joué. Putain, bien joué. Aïe, aïe. Et ouais. Terry Je ne Cummings. l'avais pas du tout. J'ai même pas eu C'était- le temps de le faire arriver aux Spurs. Bien joué. Non, mais en fait, c'est quand t'as parlé de Rookie of the Year 82, j'ai dit, mais putain, qui ça? Et ça doit être un gars connu, forcément. Oui, bien sûr. Et puis après, quand tu l'as balancé à Milwaukee All-Star, pour l'anecdote, Terry Cummings, c'est le seul mec qui a outscoré Michael Jordan sur une série de playoffs. Et j'avais Ok. vu ça, Pas passer mal. ça quelque part. C'était au tout début de la carrière de Jordan. Je me demande si c'était pas la première ou deuxième année. Ou Que tu joues à troisième année. Milwaukee, c'est ça? Un truc comme ça. Et Cummings avait mis peut-être 1 point ou 2 de plus que Jordan sur l'ensemble de la série. Et donc rien que pour ça, déjà, c'est quand même un joueur. Non, joueur c'est- Dans ta remarquable. famille d'anti Michael Jordan, on devait en parler du coup de Terry Cummings. Ouais, voilà, genre, il y avait une photo de Terry Cummings au-dessus de vos toilettes ou je sais pas quoi. On aurait pu. Mais ouais, bon, après, je pense que je suis un peu plus âgé que vous. Donc les années 80, je pourrais pas passer à côté quand même. Oh, je les ai pas vus, mais mais c'est un joueur depuis très longtemps, c'est un joueur pour qui j'ai un peu une affection bizarre parce que je trouve son histoire assez sympa. En plus, il a joué 6 ans aux Spurs où il a été à côté de David Robinson. Il avait un vrai rôle dans l'équipe. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce joueur. En plus, il a eu des gros problèmes de blessures. Il est revenu compliqué et tout, histoire intéressante. Bref. Ça fait partie des mecs qui sont justement multiples All-Stars et qui sont complètement oubliés dans l'histoire. Absolument. Alors après, il y en a beaucoup, hein, parce que des mecs qui font 3-4 All-Star Games, finalement, il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Mais c'était un vrai gros scoreur des années 80. Et les années 80, c'est quand même l'époque où la NBA commence sérieusement à monter en flèche, notamment à l'international, avec Magic et Bird. Et donc c'est un vrai scoreur qui est donc passé par les Spurs, même s'il était plus sur la fin de carrière que sur le début. Et il a aussi sorti Ok, un bon. album de R&B en 2007. C'est vrai. Terry Cummings? Non, oui. Il y a vraiment une tradition de chanteur chez les Spurs. Excellent. On attend la mixtape de LaMarcus Aldridge. Non, mais en plus, tu as dit 2007. 2007, ouais. C'est la même année où Tony Parker il sort son album de rap. C'est Je 2007, crois que Tony c'est... Parker aussi. Ok, l'année C'est maudite. pas... C'est possible, ouais. En tout cas, c'est aux alentours de 2007. Hein. J'ai plus la date exacte. Pour mais moi, ça- c'était 2006. Mais non, 26 mars 2007. Oh là là. Putain. Quel banger, ça aussi. Sombre année pour la musique. Et pourtant, les Spurs ont été champions cette année-là. Et Comme voilà. ça. Ah oui, c'est vrai. On peut pas tout faire. Bon, Vincent, t'as gagné parce que t'es notre invité, hein, bien sûr. Sympa, les gars, de me laisser la bonne réponse. On sent que vous savez accueillir, ça fait plaisir. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Vincent d'être venu, c'était vachement cool de Il t'avoir. n'y a pas de quoi, merci à vous. Très grand plaisir. Merci les gars, merci Pierre, merci Benj. Mais merci à toi. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Spurs Break. D'ici là, bonne année 2021 les gars. Mais bonne année. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Et bonne année aux Spurs avec le titre en fin de saison, bien sûr. Effectivement. Eh bah ouais. Allez, salut.